C'est un consensus scientifique, les activités humaines rejettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui réchauffe la planète et dérègle le système Terre. C'est notamment synthétisé dans les rapports du GIEC depuis plus de 30 ans. Comment arrêter cela? C'est ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire passer d'un mix énergétique carboné à un mix décarboné, qui ne rejette pas de carbone donc, ou pour être plus exact, pas plus que ce que les forêts et les océans peuvent absorber. Il n'y a pas qu'une seule façon de mener à bien cette transition. On identifie souvent 3 leviers que sont la sobriété, l'efficacité et la décarbonation de l'énergie. Chacun présente des avantages et des défauts. La sobriété, c'est moins d'impact sur la nature, plus de mobilité douce bonne pour la santé, mais c'est aussi moins de confort, un gros pull pour l'hiver, les hivers d'ailleurs, parce qu'on gardera les mêmes vêtements plus longtemps, moins voir ses amis s'ils n'habitent pas à quelques kilomètres, etc. L'efficacité à présent, il s'agit de faire plus avec autant ou moins d'énergie. Donc ça passe par l'isolation des bâtiments ou encore améliorer la motorisation des véhicules. Jusqu'ici, qui pourrait être contre? Mais il faut prendre en compte l'effet rebond qui annule une partie des gains. C'est-à-dire que si ça coûte moins cher, je peux augmenter un peu le thermostat chez moi ou je peux rouler plus. Et il faut encore évidemment financer tout ça. La décarbonation de l'énergie, l'avantage principal est dans le nom. On ne change rien à nos vies car elles sont maintenant décarbonées. On roule avec du biocarburant et on se chauffe au nucléaire ou au solaire. Mais ce qu'on aura mis dans notre réservoir, c'est ce qu'on ne mettra pas dans l'assiette des autres, car il y aura une compétition accrue sur les terres agricoles qui ne sont pas infinies. Et du nucléaire, c'est aussi des risques et des déchets. Des panneaux solaires, c'est parfois des forêts qu'on rase ou des prairies qui ne serviront plus pour l'élevage. Bref, la solution parfaite n'existe pas. Et le rôle des scientifiques, c'est de nous éclairer sur les tenants et aboutissants, pas de choisir pour nous. Le mandat même du GIEC, c'est Policy Relevant, but not Policy Prescriptive. C'est aux élus, aux citoyens, aux entreprises et aux associations de placer le curseur. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'on va parler de transition dans cet épisode avec François-Marie Bréon. Et même s'il est physicien, climatologue et contributeur au 5e rapport du GIEC, c'est bien de son opinion, de sa vision des choses que nous allons parler dans cet épisode. Et on continuera d'explorer d'autres visions dans ce podcast, le but étant d'alimenter le débat, d'aiguiser notre esprit critique afin d'apprendre à placer notre curseur. Vous écoutez Échange climatique épisode 11, quelle transition énergétique pour la France? Bonjour François-Marie Bréon. Bonjour. Vous êtes chercheur physicien climatologue, directeur adjoint au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et directeur de recherche au CEA, spécialiste de l'utilisation des données satellitaires pour comprendre le climat de la Terre. Vous avez participé à la rédaction du 5e rapport du GIEC. Vous êtes également un membre actif de l'Association française pour l'information scientifique AFIS. Mais les personnes sur Twitter vous connaissent aussi pour vos opinions tranchées sur la transition énergétique. Avant de parler de cette dernière, je voudrais qu'on apprenne à vous connaître professionnellement. Qu'est-ce que fait un chercheur, physicien, climatologue? Donc, moi, je suis chercheur effectivement depuis une trentaine d'années, puisque j'ai passé une thèse dans un laboratoire de climatologie déjà en 1989, hein, donc ça date un petit peu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire des recherches sur le climat? Ça veut dire faire des observations qui peuvent être de différentes natures. Les miennes, c'est essentiellement des observations faites par des satellites. À partir de ces observations, on essaie de comprendre des processus, on essaie de comprendre comment fonctionne le climat, quels sont les échanges entre les océans et l'atmosphère, comment les aérosols, par exemple, vont pouvoir avoir un impact sur les nuages. Et puis éventuellement, une fois qu'on a compris ça, ça va permettre de mettre ça en équation. Et les équations vont pouvoir être mises dans des modèles de climat de manière à pouvoir anticiper le climat du futur. Voilà, très très grossièrement, le genre de choses que je peux faire. Le 6e rapport du GIEC est sorti en août dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que la science a encore à découvrir au sujet du climat? Alors déjà, la première chose à faire quand on s'intéresse au climat, c'est de regarder quelle est la variabilité naturelle du climat. Donc là, il y a quand même eu énormément de progrès qui ont été faits sur les 20 dernières années pour comprendre justement quelle est l'amplitude des cycles entre glaciaires, interglaciaires, quelles sont les causes des différentes variations, qu'est-ce qui va pouvoir générer, quelle est la cause des événements El Niño par exemple, quelle est leur fréquence, et puis comprendre un petit peu les processus. Une grande question, c'est est-ce que dans un climat plus chaud, par exemple, il y a plus de cyclones, est-ce qu'il y a des cyclones plus intenses?
science, voilà, c'est des questions qui n'étaient pas résolues il y a 10 ans, sur lesquelles on commence à avoir des réponses, mais pas forcément toutes les réponses. La grosse évolution entre le 5e rapport du GIEC qui était sorti en 2014 et auquel j'avais participé, et le 6e rapport qui est sorti là au mois d'août dernier et auquel je n'ai pas participé, c'est la régionalisation. C'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment aux impacts régionaux du changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe de l'Ouest? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Afrique du Nord? Les choses comme ça. Voilà un petit peu qu'est-ce qui est de vraiment nouveau. Ensuite, à nouveau, il y a vraiment plein de choses qui sont nouvelles, aussi bien sur les observations, sur la compréhension du climat du passé, et que sur l'anticipation des climats du futur. Là, quand même, la modélisation a elle aussi beaucoup progressé. Un petit peu grâce à la puissance des ordinateurs qui permet d'avoir des modèles qui sont avec des résolutions plus fines, mais aussi et surtout grâce justement à une meilleure compréhension des mécanismes du climat qui peuvent être mis en équation pour faire des prédictions, des projections qu'on estime plus fiables. Vous avez déjà partiellement répondu, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement? Le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, dans lequel je travaille depuis pratiquement 30 ans, ce qui est très original, c'est qu'il s'intéresse aussi bien au climat du passé que du présent et qui fait de la modélisation du climat du futur. Donc il ne faut surtout pas dire que le climat, c'est uniquement faire des simulations pour le passé. C'est beaucoup plus que ça. Et justement, le LSCE, mon laboratoire, a l'originalité de faire ces 3 choses. Et vous êtes collègue de Valérie Masson-Delmotte, Gilles Effectivement, Ramstein. voilà, Valérie Masson-Delmotte, Gilles Ramstein, Philippe Siès, il y a tout un tas des gens qui sont très connus. Et le CEA, qu'est-ce que c'est? Le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique. C'est une des 3 tutelles du LSCE avec le CNRS et l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Alors, c'est vrai qu'on demande souvent, mais comment ça se fait que le CEA s'intéresse au climat? En fait, historiquement, il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'en fait, pour l'étude du climat, pour l'étude en particulier des climats du passé, on utilise des isotopes. C'est-à-dire qu'on va faire des analyses de la concentration des différents isotopes, par exemple dans les calottes de glace, mais pas seulement. Et donc les techniques justement de mesure de ces isotopes donc atomiques, qui avaient été développées dans les années 50 au CEA, on s'était aperçu que ça pouvait être utilisé pour faire du climat, et du coup il y avait une petite équipe qui a fait grossir. Autour de ça, autour de comment est-ce qu'on puisse utiliser ces nouvelles technologies qui avaient été développées dans un cadre de recherche atomique pour des études environnementales. L'autre raison, c'est que vous savez probablement que le climat demande, enfin, pour faire de la modélisation du climat, on a besoin de puissance de calcul très importante. Et il se trouve que le CEA, pour d'autres raisons, et en particulier pour des raisons militaires, en fait, avait besoin de très grosses puissances de calcul. Et donc, on s'était aperçu qu'il y avait une synergie potentielle, justement, autour de ces gros ordinateurs qui avaient été développés par le CEA. Et donc, voilà un petit peu comment ça s'est construit. Et puis, en fait, les équipes ont eu beaucoup de succès. Il y a eu, en particulier, ce qui avait été fait autour des carottes de glace, vraiment Jean Jouzel, autour de la compréhension des climats du passé. Voilà, ça a eu un retentissement important. Et le CEA a trouvé un intérêt à mettre des moyens supplémentaires pour continuer à faire de la recherche sur le climat. Et donc c'est un petit peu dans ce cadre-là d'ailleurs que personnellement j'avais été embauché. Le CEA avait mis pas mal de moyens, pas mal de postes. Et donc au début des années 90, et c'est comme ça que j'avais été pris. D'accord. Et l'AFIS? Alors, l'AFIS est une association française pour l'information scientifique. C'est une association de bénévoles, purement des bénévoles, qui cherche à mettre un petit peu de science au cœur du débat public. Et une des activités, c'est d'éditer une revue qui s'appelle Science et Pseudosciences, qui sort 4 fois par an. Qui à mon avis est de très bonne qualité, mais je ne suis pas du tout objectif pour dire ça. Et voilà, donc on s'intéresse à des sujets à chaque fois en disant mais voilà ce que dit la science sur un sujet, mais en insistant sur le fait que la science permet d'éclairer le débat public, mais ne décide pas. C'est-à-dire que typiquement on va pouvoir dire les OGM aujourd'hui n'ont pas d'impact sur la santé, mais c'est pas pour ça qu'on doit développer des OGM. Les OGM, il y a tout un tas de volets. Et donc on essaie de ne pas rentrer au niveau de la décision, par contre on essaie d'éclairer le débat public autour de ça.
Donc on va pouvoir rentrer dans le grand thème de cette interview qui est la transition énergétique. Pourquoi on parle d'opinion et pas de consensus quand il s'agit de transition énergétique? Bah, c'est un petit peu de la même manière de ce que je disais pour la FIS, c'est-à-dire que la science éclaire la décision, mais elle ne permet pas de prendre des décisions. Typiquement aujourd'hui, donc là, je veux dire, il y a un consensus scientifique sur le fait que le climat est en train de changer et que le climat va continuer à changer, les changements vont s'amplifier si on continue à émettre des gaz à effet de serre. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre des mesures? Est-ce qu'il faut plutôt chercher à s'adapter au changement climatique ou est-ce qu'il faut vraiment prendre des mesures pour réduire notre empreinte carbone le plus rapidement possible? En fait, ça, il n'y a pas de consensus là-dessus. Ça dépend. Est-ce que vous donnez la priorité, enfin la plus grande importance à l'économie? Est-ce que vous donnez la plus grande importance aux gens qui vivent aujourd'hui, les gens comme moi qui de toute façon seront morts dans 30 ans? Et donc finalement, c'est pas tellement pour moi, c'est pas tellement la peine de prendre des mesures pour limiter les émissions de carbone, parce que de toute façon, ça aura très peu d'impact sur les 30 prochaines années. Ou au contraire, est-ce que vous donnez la priorité aux générations futures? Et si vous donnez cette priorité à des gens qui ne vivent pas aujourd'hui, bah, ces gens-là, ils n'en ont rien à faire de l'économie d'aujourd'hui. Et donc, pour eux, il s'agit plutôt de limiter le changement climatique qu'ils auront à subir dans le futur. Donc finalement, vous voyez bien, enfin, avec l'exemple que j'essaie de donner ici, que ce n'est pas la science qui va nous dire qu'il faut mieux donner la priorité aux générations futures ou donner la priorité aux gens d'aujourd'hui. Donc c'est une matière vraiment d'opinion. En parlant d'opinion, il y a quelque chose que j'ai noté en écoutant vos interviews, c'est que vous répétez souvent qu'on peut faire la transition sur 3 leviers qui sont sobriété, efficacité et électrification. Est-ce que vous pouvez les détailler, s'il vous plaît? Alors, vous avez très bien résumé. Hein, enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour essayer de limiter le changement climatique. Alors, on dit bien limiter, là, c'est pas de l'adaptation, c'est bien qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter le changement climatique. Donc, il y a plein de mesures qui sont faites. À mon avis, on peut les classifier en trois mesures. Donc, la sobriété, ça veut dire modifier notre mode de vie. C'est-à-dire qu'on va faire moins de kilomètres en voiture, on va se chauffer moins chez soi, on va avoir une habitation qui est plus petite, ou on va acheter moins d'objets. Donc ça a quand même un impact direct sur notre mode de vie. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est ce que j'appelle l'efficacité. C'est qu'on va essayer de garder notre mode de vie actuel, mais on va utiliser la technologie pour limiter notre consommation d'énergie. Donc ça, le meilleur exemple, c'est l'isolation des bâtiments. Hein, donc on peut choisir d'avoir toujours 19 degrés chez soi, mais avec une meilleure isolation, ça permet d'utiliser moins d'énergie. On peut avoir des voitures dont les moteurs sont plus efficaces. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça. On compte sur la technologie pour, moi je ne veux pas toucher à mon mode de vie, mais grâce à nouvelles techniques, ça va s'améliorer. Et puis la troisième chose qu'on peut faire, c'est aujourd'hui, ce n'est pas tellement notre utilisation d'énergie qui est un problème, c'est le fait qu'on utilise une énergie carbonée, c'est-à-dire qu'on met que avec cette énergie, l'utilisation de cette énergie conduit à mettre du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est de changer de mode d'énergie, c'est-à-dire de se débarrasser des énergies carbonées, le charbon, le pétrole et le gaz fossile, mais plutôt avoir des énergies qui ne sont pas carbonées. Et en pratique, l'immense majorité de ces énergies pas carbonées, ça passe par l'électricité. Hein, donc c'est soit des énergies renouvelables, du style éolien, solaire photovoltaïque, et puis il y a quelques autres choses, mais qui sont plus à des niveaux marginaux. Et puis, bien sûr, le nucléaire. Voilà, donc c'est pour moi sobriété, efficacité, électrification sont les trois manières de limiter le changement climatique. Et finalement, là où on va avoir des désaccords, enfin ce que je viens de dire, je pense que la plupart des gens vont être d'accord avec ça. Et là où il va y avoir éventuellement des désaccords, c'est ces différents leviers, combien on utilise ces différents leviers. Donc typiquement, le fameux scénario négawatt va beaucoup compter sur la sobriété.
aussi, mais avec aussi sur l'efficacité. Et personnellement, je crois que autant on peut demander plus de sobriété à des gens comme moi qui avons un niveau de vie qui est nettement supérieur à la moyenne mondiale et même à la moyenne française, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi à qui on ne peut pas demander cette sobriété. Je pense que l'épisode des Gilets jaunes l'avait l'a un peu montré. Donc personnellement, je ne crois pas à un futur, à, à une transition qui soit basée sur une sobriété très importante. Et c'est pourquoi, par contre, je pense que l'efficacité, c'est quelque chose, l'efficacité d'une part, et puis l'électrification d'autre part, sont des choses qui sont beaucoup plus vendables, beaucoup plus acceptables par la population. Et donc, je crois que ça passera plutôt par là. Mais là, c'est comme ce qu'on disait, c'est plus une question d'opinion que voilà, je ne dis pas que la science ne dit pas ça, le GIEC ne dit pas ça, et certains de mes collègues ne sont pas d'accord avec ça. Que ce soit le scénario négawatt ou le scénario de l'électrification, ou celui où on mettrait le plus le curseur sur l'électrification. Négatech, par exemple, il y a un scénario qui a été proposé par une association qui s'appelle Sauvons le climat, qui dit qu'il faut développer à fond le nucléaire et on fait très peu de sobriété et on va faire à fond de l'électrification. Okay. Donc ça existe. C'est un peu le pendant. Oui, d'ailleurs, si ça s'appelle Négatech plutôt que Négawatt, ça montre bien que c'est le pendant. Enfin, c'était en réponse à. Quel que soit le scénario qu'on choisit, les politiques font souvent face à des résistances sociales, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec les Gilets jaunes. Comment un politique peut-il gérer ce problème ? Enfin, à nouveau, personnellement, je suis persuadé qu'on n'arrivera pas à résoudre le problème du changement climatique sans faire un peu de sobriété. Donc, je ne veux surtout pas dire qu'il ne faut pas en faire. Peut-être pas tout le monde, hein, peut-être qu'il faut demander la sobriété à des gens comme moi, et puis moins à des gens qui sont plutôt au niveau du SMIC. Mais par contre, ensuite, je pense que c'est beaucoup plus facile à faire accepter à des gens que, écoute, la seule chose qu'on te demande, c'est d'acheter une voiture électrique plutôt qu'une voiture à essence, et ça te coûtera le même prix. Alors ça, je pense que tout le monde est d'accord de passer une voiture électrique si ça lui coûte pas plus cher. Donc voilà. Donc, alors que si je demande aux gens, écoute, maintenant tu vas faire 2 fois moins de kilomètres chaque année, ça va être plus difficile à faire accepter. Donc je pense que l'électrification est plus socialement acceptable. Maintenant, il pose tout un tas de problèmes et on va peut-être probablement rentrer là-dedans. Il y a des gens qui ont peur du nucléaire et donc je pense qu'une majorité des gens sont d'accord avec l'idée qu'il faut plus électrifier. Simplement, les désaccords sont plutôt est-ce qu'il faut plus électrifier avec du renouvelable ou est-ce qu'il faut plus avec du nucléaire. En tout cas, en France aujourd'hui, le débat il tourne beaucoup autour de ça. Et puis ensuite, il y a une frange et aussi il y a où est-ce qu'on met le curseur sur la sobriété. Je pense que là il y a une vraie question. En France, il y a un grand débat entre ceux qui pensent que le 100% ENR est possible sans nucléaire. Il y a aussi les pro-nucléaires qui pensent qu'on n'a pas besoin d'ENR et il y a les gens un peu au milieu qui pensent qu'on a besoin des deux. Vous, est-ce que vous pensez qu'on peut faire une transition énergétique juste avec du nucléaire et de l'hydraulique ? Le potentiel pour les ENR est trop faible en France ? Alors, je ne crois pas avoir dit que le potentiel était faible. Je veux dire, il y a du vent en France, en particulier en Bretagne, dans les côtes du Nord et compagnie. Mon problème avec l'éolien, c'est son caractère éminemment variable. C'est-à-dire qu'il y a des jours où il y a beaucoup de vent, ce qui permet d'avoir une production importante, et donc potentiellement on pourrait imaginer que si on avait la même installation d'éoliennes qu'en Allemagne ou en Danemark, ça serait suffisant pour assurer notre consommation électrique. Mais il y a aussi le jour où il n'y a pas de vent, et en fait quand je dis il y a aussi des jours, il y a aussi des semaines, voire des semaines au pluriel. C'est-à-dire que là, typiquement, ces 3 dernières semaines, il y a eu très peu de vent sur toute l'Europe de l'Ouest. Et donc, on voit bien que l'éolien, peut-être qu'en moyenne, il peut assurer notre consommation, notre besoin énergétique, mais pas certains jours, ou pas certaines semaines. Et du coup, moi, ce dont j'ai vraiment peur, c'est que si en France on dit « ouais, on va sortir du nucléaire progressivement »,
simplement, par exemple, parce que les réacteurs arrivent en leur fin de vie. Mais pas de problème, on va développer les renouvelables en parallèle, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. En fait, il y a certains jours où ça va marcher, et puis pour les jours où ça ne marchera pas, eh ben, on va développer des centrales au gaz. En tout cas, c'est ça qu'on observe en Allemagne, c'est ça qu'on observe en Belgique, où ils sont en train de sortir du... Enfin, ces deux pays sont en train de sortir du nucléaire, mais dans le même temps, ils développent des centrales au gaz. Donc, moi, j'ai peur que si on se lance dans cette direction-là, là où aujourd'hui on a une électricité qui est très peu carbonée, en tout cas beaucoup moins carbonée que celle de la très grande majorité des pays, en fait ça conduit à une augmentation des émissions de dioxyde de carbone, alors qu'on sait bien que l'objectif ça serait de les diminuer encore. Voilà. Donc le gros, enfin moi, la raison pour laquelle je suis opposé aujourd'hui opposé aux renouvelables en France, c'est leur caractère variable ou intermittent. Il y a des gens qui utilisent ces deux mots. Tant que on ne sait pas stocker l'électricité correctement. Et donc ça, c'est le cas aujourd'hui. Donc peut-être ça veut dire qu'il faut continuer à faire de la recherche sur le stockage et que le jour où on verra que oui, industriellement ça passe, oui, on voit qu'on est capable de stocker 3 semaines de besoin d'électricité, alors ce jour-là, mais mon argument principal tombera et on pourra se dire, bah ok, là maintenant ça vaut le coup de faire du renouvelable. Par ailleurs, là tout à l'heure j'ai parlé un petit peu d'éolien. L'éolien, quand même, l'intérêt en France aujourd'hui, c'est que ça produit plutôt plus en hiver qu'en été. Et justement, on a besoin de plutôt plus d'électricité en hiver qu'en été. Donc, mais le soleil c'est le côté un peu favorable de l'éolien. C'est pour ça que je suis moins défavorable à l'éolien que je suis moins défavorable à l'éolien que je suis défavorable au solaire photovoltaïque. Parce que pour le coup, aujourd'hui, notre demande d'électricité elle est beaucoup plus importante en hiver qu'en été, et typiquement 2 fois plus importante en hiver qu'en été, alors que le solaire PV, il produit 4 à 5 fois plus en été qu'en hiver. Donc c'est complètement anticorrélé à nos besoins. Donc vraiment, pour la France, aujourd'hui, développer le solaire, c'est juste complètement idiot. D'accord. Mais parce qu'on ne peut pas stocker. Parce qu'on ne peut pas stocker. J'ai bien dit, pour la France, aujourd'hui, dans un pays où vous avez énormément de centrales au charbon, tout ce qu'on fera avec du solaire, c'est autant qu'on ne fera pas avec du charbon. Donc c'est favorable. Mais pour la France aujourd'hui, qui a une électricité qui est très peu carbonée, le développement du solaire ne sert à rien. Alors, il y a d'autres types d'énergie renouvelable dont on parle un peu moins dans le débat public. C'est la géothermie, la méthanisation et l'hydrolien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du potentiel de ces énergies en France ? Donc effectivement, il y a d'autres moyens de produire de l'énergie de manière renouvelable. Alors, dans l'ordre, donc vous avez parlé de géothermie. La géothermie, c'est d'aller chercher de la chaleur dans le sous-sol et en fait, d'en faire de l'électricité. Il y a des endroits dans le monde où ça se fait, en particulier en Islande, ça se fait un peu. Et même dans les îles, dans les territoires d'outre-mer en France, ça se fait aussi. Il y a des petites installations. En France métropolitaine, il y a quelques installations en Alsace. Mais c'est vraiment epsilonnesque. Et puis en plus, ça a généré quelques problèmes il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous avez entendu qu'il y a eu des tremblements de terre on a démontré que c'était lié à ces installations géothermiques. Donc, avec les technos d'aujourd'hui en tout cas, et même dans un futur envisageable, c'est pas ça qui va nous apporter de l'énergie. Ensuite, les hydroliennes. Alors, on peut mettre des hydroliennes sur les rivières et éventuellement des hydroliennes sur les courants marins.
En fait, il y a eu pas mal de sous qui a été mis là-dessus, hein, et puis en fait, ça a été des échecs retentissants à chaque fois. Alors évidemment, des échecs retentissants, on n'en parle pas beaucoup, hein, on parle plus quand on met en place quelque chose pour ça fait des communiqués de presse, mais par contre, quand on s'aperçoit que finalement, il y a trop d'interactions avec la biologie marine, qu'il y a des coquillages qui vont se mettre dessus, qui cassent tout, et que finalement ça coûte trop cher, donc on abandonne, là on n'en parle plus. Mais en pratique, voilà. Donc l'hydrolien en France, on a essayé, ça marche pas. Enfin, la méthanation. Donc là, effectivement, la question c'est de récupérer, en gros, c'est récupérer des déchets végétaux et essayer de les valoriser, hein. Donc effectivement, on peut imaginer soit prendre simplement les déchets de l'agriculture actuelle, soit d'avoir des cultures qui sont spécifiquement faites pour ça. Donc là, vous avez récupérer les résidus actuels. Bien sûr, il faut faire des choses, mais enfin, ça n'ira pas super loin. Et par contre, si on veut mettre des cultures pour ça, c'est des choses qui se font déjà en Allemagne. Là, vous allez avoir un problème de conflit d'usage, c'est-à-dire quelle est la partie de notre surface qu'on a envie de consacrer à la production d'énergie, et puis quelle est la partie qu'on a envie de laisser pour les forêts, pour la biodiversité ou pour l'agriculture, quoi. Donc, là aussi, il y a des choses qui peuvent être faites, hein. Je veux dire, la solution au changement climatique, ça va être une somme de choses, dont celle-là, mais ça ne va pas dépasser les 10%, quoi. Enfin, voilà. Donc, il y a des choses qui se font, hein, déjà aujourd'hui, donc il faut continuer à les faire, mais il ne faut pas s'imaginer que ça va tout résoudre. Concernant l'hydraulique, j'imagine que le potentiel est déjà bien exploité en France. Est-ce que c'est amené à changer avec le changement climatique, la fonte des glaciers? Alors, il y a deux types d'hydraulique en France, hein. Il y a l'hydraulique de rivière qui est au fil de l'eau, où en gros, quand la rivière coule, bah, ça produit de l'énergie. Simplement, elle n'est pas vraiment pilotable, hein, parce que voilà, il n'y a pas un réservoir, il n'y a pas un barrage, il n'y a pas un réservoir. Enfin, il y a un petit barrage, mais sans réservoir. Et puis, il y a l'hydraulique de lac ou l'hydraulique d'éclusée, qui permet de stocker un petit peu d'énergie et puis de le faire à la demande. Donc ça, déjà, il faut voir que c'est typiquement 10% de notre électricité en France, donc c'est quand même pas négligeable. Mais surtout, c'est un énorme avantage parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut moduler. Et donc en particulier pour prendre en compte le cycle journalier de la consommation, c'est extrêmement utile, quoi. Donc en fait, l'hydraulique en France, c'est plus que la quantité totale d'énergie que ça produit. C'est extrêmement utile pour le fonctionnement du système électrique. Alors, est-ce qu'on va faire plus de barrages? Je pense qu'il y a encore quelques endroits où on pourra en mettre, mais effectivement, on ne va pas doubler le parc existant, hein. Il faut bien voir que nos ancêtres, enfin pas si lointains, hein, l'hydraulique s'est surtout développée au XXe siècle, et il y a eu des réalisations qui sont extraordinaires, hein, avec des galeries pour transporter de l'eau d'un endroit à un autre dans les montagnes, qui font plusieurs dizaines de kilomètres, des barrages formidables. Enfin, moi, je suis impressionné par ce qui a été fait par nos grands-parents, hein, dans les années 40-50, autour de ça. Et donc, vous avez une question sur est-ce que la fonte des glaces va gêner ça? En fait, en pratique, le débit des rivières en France aujourd'hui ça dépend pas énormément de cette fonte de glace. Il y a des endroits où c'est le cas, mais c'est pas tellement ça. Par contre, il est clair que le changement climatique va quand même modifier le débit des rivières, et donc ça va avoir un impact. Alors, tant qu'on reste sur un réchauffement climatique à 2 degrés, les simulations montrent que ça ne va pas être monstrueux. Par contre, si on part sur un réchauffement climatique à 4 degrés, là, on est en train de rentrer dans l'inconnu, et donc ça pourrait avoir des impacts vraiment importants. Mais voilà, l'hydraulique, ça va quand même continuer en France à un niveau qui est quand même assez similaire à celui qu'on a aujourd'hui. Je voudrais qu'on aborde le sujet du nucléaire à présent et qu'on commence par les arguments pour avant qu'on regarde les désavantages plus tard. Je voudrais un grand programme de développement du nucléaire, c'est ce que vous avez déclaré l'année dernière. Donc voilà, selon vous, pourquoi développer le nucléaire? Quels sont ses avantages? Et comment le développer? Avec des EPR? Combien? Est-ce qu'on relance Astrid? Alors, le gros avantage du nucléaire, enfin, le nucléaire, l'avantage et le défaut du nucléaire, c'est que c'est une énergie extrêmement concentrée. Donc ça veut dire, puisqu'elle est extrêmement concentrée, elle est dangereuse à manipuler.
Mais le pendant du fait que ce soit concentré, c'est que pour extraire cette énergie, vous avez besoin de peu de surface, de peu de matériaux, vous avez besoin de peu de transport. C'est ça le gros intérêt. Voilà, donc l'intérêt du nucléaire, c'est que c'est une énergie formidable en concentration. Et du coup, le pendant, c'est qu'on peut la piloter. Alors ça a un impact sur le coût économique, mais voilà, en tout cas, elle est disponible, c'est une énergie qui est potentiellement disponible à la demande. Donc c'est pour ça que pour moi, la solution que j'envisage au changement climatique, c'est l'électrification. Ça veut dire qu'il faut se débarrasser le plus vite possible des énergies fossiles. Et une manière de faire ça qui me paraît efficace, c'est que là où aujourd'hui on utilise des énergies fossiles, eh ben, on utilise de l'électricité à condition qu'elle soit peu carbonée, et donc de l'électricité nucléaire ou renouvelable. Enfin, on a discuté pourquoi j'étais favorable aux renouvelables. Donc ça veut dire, pour donner un peu des exemples, aujourd'hui la majorité des logements en France sont chauffés soit au gaz, soit au fioul. Il faut se débarrasser de ça le plus vite possible. Il faut faire de l'isolation des bâtiments, mais on aura quand même besoin d'énergie pour chauffer un petit peu le bâtiment. Et cette énergie, ça doit être de l'électricité, de préférence sous forme de pompe à chaleur. Là où aujourd'hui, l'immense majorité de nos voitures sont des voitures thermiques qui utilisent de l'essence, il faut se débarrasser de ces moteurs à essence et il faut avoir des moteurs aujourd'hui sur batterie, enfin des véhicules sur batterie, et donc on a besoin d'électricité supplémentaire. Il faut aussi mettre en place peut-être de redévelopper du transport ferroviaire, qui va nécessiter là aussi de l'électricité. Et puis pareil, l'industrie utilise encore beaucoup de gaz. Et ben, là où on utilise de gaz, il faut passer à l'électrique. Voire, quelquefois, on utilise du gaz, on pourrait peut-être passer à l'hydrogène. On pourrait utiliser, dans l'industrie, il y a pas mal d'endroits où on pourrait utiliser de l'hydrogène plutôt que ce qu'on utilise aujourd'hui. Et donc l'hydrogène, on a besoin de fabriquer de l'hydrogène et il faudrait la fabriquer avec de l'électricité. Voilà, donc tout ça, on voit bien qu'une des manières de résoudre le changement climatique, c'est d'avoir une énergie abondante, peu carbonée en fait, une énergie abondante, de préférence pas trop chère, qui va nous faciliter finalement cette transition. Si vous avez que de l'essence qui est disponible, c'est difficile de vous passer de l'essence. Si on vous propose, vous avez soit de l'essence, soit de l'électricité, c'est plus facile de faire le pas. Et donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, dans une de mes interventions, j'avais dit, peut-être par provocation, que je veux un grand programme de développement du nucléaire. Je me dis qu'aujourd'hui, on fabrique il y a 400 TWh hors de grandeur qui sont fabriqués chaque année grâce au nucléaire. Et bien, si on en avait 800, ça nous aiderait à sortir du feu-t-il. À nouveau, ça ne ferait pas tout le chemin, il faut aussi faire de la sobriété, mais ça serait quand même beaucoup plus facile si on avait cette électricité abondante et pas chère. Et après, vous m'avez posé des questions sur Astrid. Donc Astrid, c'était un programme pour essayer de développer un autre type de réacteur nucléaire. En fait, aujourd'hui, finalement, dans le monde, il y a assez peu d'utilisation d'énergie nucléaire. Et du coup, on a des réserves d'uranium qui nous permettent de tenir au moins 100 ans, et même probablement plus, parce que finalement, l'uranium est tellement peu cher qu'on n'est pas allé tellement les chercher, quoi. Et donc, il est probable que si on disait l'uranium est plus cher, on irait en chercher à d'autres endroits. Donc c'est 100 ans en réserve, mais en ressources, ça pourrait être plus. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est 100 ans, il y a 100 ans de réserve au coût actuel, en gros. Et du coup, si on admet de payer notre uranium plus cher, probablement on va en trouver plus. Et j'insiste sur le fait que l'uranium, le combustible dans le nucléaire, c'est une toute petite fraction du coût. Donc même si vous doublez ou triplez le prix de l'uranium, ça change marginalement le coût du nucléaire à la fin. Mais quand même, donc si on reste comme aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme vous avez compris, moi je dis que d'une part, même en France, qui est déjà très nucléarisé par rapport aux autres pays,
j'aimerais bien qu'on développe plus le nucléaire, mais surtout, j'aimerais bien que le nucléaire se développe beaucoup dans des pays qui, aujourd'hui, utilisent majoritairement du charbon ou de l'essence. Donc, typiquement, il faudrait que la Chine développe massivement du nucléaire, il faudrait que les États-Unis développent massivement du nucléaire, il faudrait que l'Allemagne développe massivement du nucléaire pour sortir le plus vite possible du charbon. Et du coup, là, si c'est ça qui se passe, et l'Inde, bien sûr, enfin, l'Inde, c'est pas un problème aujourd'hui, mais ça va l'être dans le futur. Donc oui, tous ces pays, il faudrait que tous ces pays développent du nucléaire, et donc là, on va avoir un problème de ressources. On risque d'avoir un problème de ressources. En tout cas, c'est pas, on va le voir d'ici une centaine d'années. Et du coup, ça veut dire qu'il faut changer de type de réacteur nucléaire. Et en fait, avec ces fameux réacteurs à neutrons rapides, je ne pense pas que ça soit le lieu pour rentrer dans les détails techniques, mais enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que ça multiplie par 100 la ressource. C'est-à-dire qu'on a besoin de 100 fois moins d'uranium pour faire la même quantité d'énergie. Et du coup, là, le problème de la ressource, il disparaît complètement, en tout cas pour un horizon visible. Et même, en fait, déjà en France, on a déjà le stock d'uranium qu'il nous faut pour tenir plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'années, si on passe à ce type de réacteur. En gros, c'est Superphénix, hein, les gens. Superphénix, qui est un réacteur qu'on a fermé il y a une vingtaine d'années sur décision politique. Où il y avait des problèmes techniques, mais c'était en train de marcher. Enfin, personnellement, je n'ai aucun doute que si on met les moyens pour développer les réacteurs à neutrons rapides, on va y arriver. D'ailleurs, il y en a qui fonctionnent aujourd'hui en Russie. Donc c'est pas, c'est pas complètement résolu, mais ça va fonctionner. Par contre, là, vous avez parlé de la fusion, et donc la fusion, c'est un autre type de nucléaire qui, pour le coup, est très différent de celui des réacteurs qu'on a aujourd'hui. Il y a de la recherche qui est faite là-dessus. Nos auditeurs ont probablement entendu parler de ITER, qui est un réacteur expérimental à Cadarache, qui vise justement à faire de la fusion. Mais ça, c'est vraiment du très long terme. Et donc, ce n'est pas une solution à la problématique du changement climatique aujourd'hui. Quelque chose dont j'avais jamais entendu parler et que j'ai lu sur Twitter récemment, EDF utilise des enrichissements trop faibles en uranium. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, j'ai vu passer ça aussi. Il y a quelqu'un sur Twitter qui a dit ça. Dans les réacteurs qu'on utilise en France aujourd'hui, on utilise de l'uranium qu'on appelle enrichi. Donc ça veut dire que, en fait, dans l'uranium naturel, il y a moins de 1% de l'uranium qui est vraiment utilisé. Pour faire fonctionner, en fait, il faut passer à plusieurs pourcents. Donc, dans les réacteurs qu'on a aujourd'hui en France, on a plusieurs pourcents de cet isotope qui est vraiment utilisé dans les réacteurs. Et donc, d'après ce tweetos, en fait, on aurait des meilleures rentabilités, une meilleure utilisation des réacteurs actuels si on avait un enrichissement supérieur. Mon petit groupe de copains pro-nucléaires qui sont plus compétents que moi sur ces questions, parce qu'eux travaillent vraiment à l'opérationnel chez EDF, me disent que c'est n'importe quoi. À titre personnel, je n'ai pas d'opinion, je ne fais que répéter ce que me disent les gens qui sont compétents sur les questions. D'autres arguments pour avant de passer aux arguments contre? La place, ça prend un peu de place, le nucléaire? Alors ça dépend. À chaque fois, un argument pour, ça dépend à quoi on le compare. Mais en tout cas, en France aujourd'hui, un gros argument pour le nucléaire, c'est que c'est des emplois qui sont essentiellement en France. C'est-à-dire que tout le coût, je ne vais pas dire tout le coût, mais l'essentiel du coût du nucléaire, c'est des emplois en France. Alors que le photovoltaïque, peut-être que c'est un peu moins cher ou la même chose que le coût du nucléaire, mais le coût, c'est essentiellement finalement des emplois en Chine, puisque c'est le coût des panneaux solaires, c'est du fric, c'est de l'argent qu'on donne à la Chine, et pour l'éolien, c'est un peu pareil. Donc voilà, pour moi, un autre avantage du nucléaire, c'est que ce sont des emplois qui sont, en tout cas aujourd'hui, non délocalisés, qui sont pour l'essentiel en France. Alors, pas complètement, hein, il y a quand même une part du nucléaire qui est faite à l'étranger, il y a en particulier les mines sont à l'étranger, mais c'est une toute petite partie du coût global.
allons-y, maintenant on peut passer aux désavantages du nucléaire. Oui, je voulais juste noter que l'espace au sol était moindre. Je crois que je l'ai mentionné tout à l'heure, effectivement, en disant que c'était l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est une énergie très concentrée et que par conséquent, ça utilise peu de surface, peu de matériaux pour le faire. On est bien d'accord, pour moi, c'est un énorme avantage du nucléaire, surtout dans un monde où il y a de plus en plus de gens et qu'on se préoccupe de la biodiversité, donc on a envie de laisser de la place pour la biodiversité. Il faut bien voir que si vous voulez produire la même quantité d'énergie avec des panneaux photovoltaïques, vous avez besoin typiquement, c'est 1000 fois plus de surface qu'une centrale nucléaire. Donc évidemment, avec un impact sur la biodiversité qui est énorme. Notamment le projet dans les Landes. Exactement. Mais il y a un problème dans les Landes, mais déjà ce qui se fait aujourd'hui, regardez en Provence, je veux dire, il y a des kilomètres carrés qui étaient des endroits que moi personnellement je trouve magnifiques, qui sont couverts de panneaux solaires. Voilà, on avait des endroits où il y avait de la biodiversité, où il y avait des forêts. Aujourd'hui, dans le Var aussi, on coupe des forêts pour faire des champs de panneaux solaires, quoi. C'est ça qui se passe déjà aujourd'hui, c'est pas que des projets. Donc passons aux arguments contre. Sandrine Rousseau a déclaré récemment que le prix du nucléaire a augmenté de 26% en 10 ans et qu'avec un parc vieillissant qui nécessite un grand carénage à 100 milliards d'euros et où 6 EPR à 19 milliards pièces, le prix de l'électricité pour le ménage n'a pas fini d'augmenter, menaçant leur pouvoir d'achat. Vous voulez réagir ? Ouais, enfin, il y a plusieurs choses sur lesquelles je suis pas d'accord avec Sandrine Rousseau. Bon, déjà, l'EPR à Flamanville est une catastrophe industrielle. Ça, je pense qu'il y a pas de, enfin, il faut savoir le reconnaître. On a fait, j'étais pas impliqué, mais je pense qu'un certain nombre d'erreurs ont été faites, en partie parce que c'est un prototype, et en partie parce que finalement on a perdu la maîtrise de ce genre de gros projets industriels en France. C'est extrêmement regrettable, c'est pas uniquement dans le nucléaire, mais on le voit. Maintenant, ce qu'on observe quand même, c'est que d'abord des EPR, il y en a 2 qui fonctionnent en Chine, donc sur le modèle de celui de Flamanville. Simplement en Chine, ils savent encore conduire des gros projets industriels. Et puis on observe aussi qu'en Angleterre, il y a 2 EPR qui sont en cours de construction. Et là, pour le coup, pour ce truc-là, on a l'impression que le chantier se passe bien. Donc, il y a peut-être un apprentissage qui a été fait qui permet de penser que les erreurs qui ont été faites à Flamanville, mais aussi en Finlande, parce que l'EPR en Finlande, c'est aussi une catastrophe industrielle, on peut penser qu'on ne les refera pas dans le futur et que si on se relance à dire on va faire un parc de PR ou de réacteurs nucléaires important, je veux dire, il y aura toute une industrie qui va se mettre en ordre de bataille pour le faire, comme l'industrie française a su se mettre en ordre de bataille dans les années 70 pour faire du nucléaire à la chaîne, et quand on fait un truc à la chaîne, ça devient beaucoup moins cher. Donc dans les propos de Sandrine Rousseau qui dit que le coût de l'EPR de Flamanville, il est représentatif du coût de l'EPR du futur, c'est scandaleux de dire ça. C'est bien évidemment faux, et c'est vraiment embêtant qu'une économiste fasse croire ça. En fait, elle a dit beaucoup d'autres choses dans son interview. Juste, je voudrais revenir sur ces 19 milliards pour l'EPR de Flamanville. Et j'ai vu que dans le camp pro-nucléaire, il était dit qu'une partie de ce surcoût était due au fait que l'autorité de sécurité du nucléaire, l'ASN, avait durci sa réglementation depuis le début du projet, ce qui pouvait expliquer le retard et que ça coûte finalement plus cher. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il est clair qu'on ne fera pas, les réacteurs de troisième génération, de type EPR, avec des mesures de sûreté qui sont supérieures à celles des réacteurs de deuxième génération, coûteront plus cher. Voilà, du coup, le troisième génération va coûter plus cher que la seconde génération, donc on ne fera plus des réacteurs à l'équivalent d'un milliard pièces comme on l'a fait dans les années 70. Donc voilà, donc le réacteur
le nucléaire du futur va coûter plus cher que le nucléaire du passé. Oui, mais ce que disait cet argument, c'était que, par exemple, au UK, ils font aussi des réacteurs de troisième génération, mais que les régulations ne sont pas aussi fortes là-bas. C'est vrai, ça? Disons qu'on a une autorité de sûreté nucléaire qui est particulièrement tatillonne. Maintenant, le réacteur nucléaire qui est en train d'être construit, enfin les 2 réacteurs nucléaires qui sont en train d'être construits en Angleterre sont vraiment très très similaires à celui de Flamanville. Donc il ne faut pas dire qu'en Angleterre, ils font un nucléaire gradé par rapport aux nôtres. C'est les mêmes choses avec des redondances sur les circuits de sûreté, avec un radier pour que même au cas très improbable où il y a une fusion du cœur, on peut récupérer le corium pour qu'il n'y ait pas de relâchement de la radioactivité à l'extérieur. Enfin, voilà. Donc je pense le principe du nucléaire du futur en Angleterre, il est à peu près le même qu'en France. Maintenant, on a peut-être une autorité de sûreté qui est un peu plus tatillonne en France qu'ailleurs. Mais c'est bien aussi. Moi, j'ai pas envie de dire que l'ASN est trop tatillonne. Je pense que, moi, ça me rassure de me dire que dès qu'il y a un truc qui marche pas, j'ai une autorité qui me dit vous allez m'arrêter ce réacteur-là, quoi. Moi, je suis favorable au nucléaire. Je n'ai pas peur du nucléaire parce que je sais qu'il y a une autorité qui est tatillonne. Ouais. Donc j'ai pas envie de dire non, l'ASN en fait trop. J'ai pas envie de dire ça. Très bien. Vous disiez quelque chose, je vous ai coupé. Je ne sais plus ce que je disais. Je crois que c'était sur Sandrine Rousseau. Ah oui, que Sandrine Rousseau, dans son interview ce matin, a dit beaucoup d'autres choses. Et cet après-midi, toujours sur Twitter, j'ai réagi à certains de ses propos parce qu'elle a instrumentalisé le GIEC. Et puisque j'ai été auteur du GIEC, je suis particulièrement sensible à ça. Elle a affirmé que le GIEC disait qu'il fallait sortir du nucléaire, ou en tout cas, elle a dit que le GIEC avait dit que si on faisait du nucléaire, on ne pouvait pas faire des renouvelables, et tout ça, c'est complètement faux. Tout ce qu'elle a dit sur le GIEC est complètement faux. Et donc, ça m'a énervé. Et ensuite, elle a aussi dit des choses sur la sobriété, ça veut dire avoir des appareils plus efficaces, ou ça veut dire avoir une maison qui est bien isolée, et donc... Et moi, je dis non, ça, c'est pas de la sobriété, ça, c'est de l'efficacité. Parce que, évidemment, avoir une maison mieux isolée, ça permet d'avoir toujours 19 degrés en utilisant moins d'énergie. Mais ça, c'est pas vraiment un effort. La sobriété, c'est ce qui nous demande vraiment des efforts de diminution de notre niveau de vie. Mais évidemment, là, elle dit ouais, il faut faire de la sobriété, sauf que l'exemple qu'elle donne à ses auditeurs, c'est un truc qui fait pas peur, quoi. Par contre, si on disait, là où vous chauffez à 21, il va falloir que vous chauffez à 18, là, il y a des gens qui vont pas être d'accord. Et la sobriété, c'est ça, quoi. Ouais. C'est de passer de 21 à 18, c'est pas de mieux isoler sa maison. Et donc, là aussi, je pense qu'elle a dit des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et même, je pense pouvoir dire que c'est des choses qui sont fausses, quoi. Un autre argument contre, souvent brandi par les anti-nucléaires, c'est que l'uranium n'est pas produit en France. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment d'où vient l'uranium qu'on utilise dans nos centrales, sûrement du Kazakhstan, du Canada ou du Niger, mais c'est une information qui est confidentielle. Donc ma question, c'est est-ce qu'il vaut mieux être dépendant de l'uranium kazakh ou du gaz russe comme les Allemands? En fait, on n'est pas... Autant les Allemands, mais aussi un peu les Français, sont dépendants du gaz russe, parce que le gaz, en fait, ça se stocke relativement mal. Ça stocke mieux que l'électricité, ça se stocke infiniment mieux que l'électricité, ça stocke un peu mieux que le pétrole. Mais typiquement, on a 3 mois de réserve en France, d'accord ? Donc ça veut dire que si Poutine nous dit tiens, vous m'emmerdez, je vous coupe le gaz, et 3 mois plus tard, on est mal, quoi. L'uranium, ça se stocke, mais c'est à nouveau parce que c'est une énergie qui est super concentrée, ça se stocke super bien, et sur le sol français, on a plusieurs années de stock, déjà. Enfin, quand je dis plusieurs années, suivant ce qu'on fait, ça pourrait aller jusqu'à 10 ans, quoi. Donc on pourrait récupérer de l'uranium qui a déjà été utilisé et le retraiter pour faire... Donc on a plusieurs années de stock. Donc évidemment, la dépendance à ce moment-là,
elle n'est pas du tout la même parce on a largement le temps de se retourner. Si aujourd'hui on achète la moitié de notre uranium au Kazakhstan et puis que le Kazakhstan tout d'un coup il nous dit bon, finalement moi je vous en donne plus, bon, d'abord, on a largement le temps de se retourner, de prendre des contrats avec le Canada et l'Australie pour l'acheter plus chez eux et moins chez le Kazakhstan. Donc la dépendance, la vulnérabilité n'est absolument pas la même, quoi. Aujourd'hui, les principaux... parce que ce qu'on sait bien, c'est quels sont les principaux producteurs dans le monde. Hein. Donc le premier producteur dans le monde, c'est effectivement le Kazakhstan. Et les autres grands producteurs, c'est le Canada, l'Australie, le Niger, la Somalie, ces pays-là. Donc il y a des pays qui sont, on va dire, qui ne sont pas très démocratiques, mais par contre, le Canada et l'Australie, typiquement, on ne peut pas dire que ce ne soit pas des démocraties, quoi. Donc, voilà. Alors, où est-ce que la France achète son uranium aujourd'hui? Peut-être pas autant, enfin, c'est pas forcément la même répartition qu'en moyenne mondiale. Donc, la France, typiquement, va acheter plus au Niger que les autres pays, parce qu'on a des accords avec le Niger qui sont historiques. Mais voilà, mais qu'on a quand même un approvisionnement qui est diversifié, ce qui fait qu'on n'est pas vulnérable de la même manière. Un argument qui est souvent mis en valeur par les pro-nucléaires, c'est le prix de l'électricité au kilowattheure relativement faible. Mais comment on peut parler d'un prix au kilowattheure sur l'ensemble du cycle de vie quand la demi-vie d'un déchet s'étend sur plusieurs milliers d'années? Comment on sait qu'il n'y aura pas des coûts imprévus? Alors, d'abord, la gestion des déchets nucléaires, c'est quand même quelque chose qu'on fait extrêmement bien aujourd'hui. Et j'aimerais bien que toutes les industries fassent cette gestion des déchets aussi bien. Je ne sais pas si vous savez que donc, le combustible nucléaire, une fois qu'il a été utilisé, qui sort de la centrale, c'est un truc extrêmement radioactif, extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en approcher, quoi. Si on approche, on meurt en 2 minutes. Simplement, il y a une partie les trucs les plus radioactifs, ils disparaissent en quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc en fait, l'idée, c'est que d'abord, on les laisse sur place et on laisse les trucs les plus radioactifs disparaître naturellement. Une fois qu'ils ont disparu, on les emmène à La Hague. Ça reste extrêmement radioactif, ça reste extrêmement dangereux, mais un peu moins qu'au départ quand même. Et donc, dans l'usine de retraitement de La Hague, on fait tout un processing, c'est-à-dire qu'on va mettre l'uranium d'un côté, on va mettre le plutonium d'un autre côté, on va mettre les actinides mineurs d'un autre côté, et donc à la fin, il va rester, donc potentiellement, l'uranium, le plutonium, on va pouvoir s'en resservir dans les réacteurs actuels. Aujourd'hui, il y a 10% de notre électricité en fait qui vient de cet uranium de retraitement. Et puis, tous les trucs qui sont un peu des déchets ultimes, on les coule dans une matrice de verre. C'est-à-dire qu'on les mélange à du verre, et puis on les stocke, pour le moment, on les stocke sur place. Et c'est ça, ces trucs-là, qui sont destinés à partir à CIGEO, à partir dans des couches profondes. Moi, je suis allé visiter La Hague et je me suis baladé dans un hangar qui contient 5 années de déchets nucléaires, les déchets nucléaires ultimes. J'avais mon compteur GGR avec moi. En fait, la radioactivité était un petit peu supérieure à la radioactivité ambiante, mais rien du tout, parce qu'il y avait 2 mètres de béton entre les deux. Mais déjà, ces trucs-là, on ne demande pas à grand monde de s'en occuper. Une fois qu'ils sont couplés dans du verre, et mis dans ce hangar, il y a une ventilation qui est naturelle, personne ne s'en occupe, quoi. Et l'idée, c'est d'aller les mettre à 500 mètres de profondeur. Une fois qu'ils seront à 500 mètres de profondeur dans une couche géologique stable, on ne demande à personne de s'en occuper. L'idée, c'est que, on les met là, on referme, et c'est terminé, quoi. Donc cette idée, un des arguments des pro-nucléaires qui est de dire « Oh là là, mais on va devoir s'en occuper pendant des dizaines de milliers d'années », c'est juste faux. Des antinucléaires. Des antinucléaires, merci. Une fois qu'on les a mis en profondeur, ils y restent. Et ça, pour le coup, la géologie, on sait comment ça marche, la géologie. Il y a aucun doute qu'ils vont y rester. Moi, l'exemple que j'aime bien donner pour convaincre là-dessus, enfin pour illustrer,
à nouveau, moi je suis pas géologue, hein, mais il y a quand même, d'abord, il y a des géologues qui me disent qu'il n'y a aucun problème, donc je fais confiance à ces géologues qui ont fait des études et qui me disent qu'une fois que si on met les trucs à cet endroit-là, c'est y restera, je fais confiance à ces études. Mais d'autre part, je me dis que le gaz qu'on utilise aujourd'hui, c'est des trucs qui ont été formés il y a 100 millions d'années, dans une couche géologique particulière, et donc on a du gaz sous pression qui est resté en profondeur pendant 100 millions d'années sans remonter à la surface. Je me dis quand même que si un gaz sous pression reste pendant 100 millions d'années en profondeur piégé, un déchet nucléaire solide, ça doit pouvoir faire la même chose. Okay, enfin, voilà. Donc, deux arguments. D'une part, il y a des spécialistes qui me disent ça, et d'autre part, mon argument de bon sens, il me dit bien que le déchet, une fois qu'il est là, il reste. J'insiste sur le fait que voilà, le déchet nucléaire, c'est un truc qui est solide, et même si ça se casse, de toute façon, ça reste dans la matrice de verre. Donc, personnellement, je n'ai absolument aucun problème éthique avec les déchets. Il faut s'en occuper. Justement, il ne faut surtout pas les laisser en surface, où là, on va demander aux générations futures de les surveiller pendant des centaines d'années, s'ils sont en surface, s'ils sont en contact avec l'eau qui vient du ciel, si potentiellement il y a quelqu'un qui peut venir les chercher là où ils sont. Alors que si on les met à 500 mètres de profondeur, là, pour le coup, c'est plus une charge pour les générations futures. Qu'est-ce qu'on marque? Pardon? Qu'est-ce qu'on marque? Rien. Eh ben voilà. Mais si on marque rien? Mais si on marque rien, quel est le... Alors, effectivement, c'est une vraie une question, c'est est-ce qu'il faut garder la mémoire, et comment est-ce qu'on peut garder la mémoire du fait qu'il y a des déchets nucléaires enfouis là-dessus? Personnellement, je trouve au contraire qu'il faut favoriser l'oubli. Parce que si on dit ouais, attention, c'est un endroit où il ne faut pas aller, moi, je suis sûr qu'il y a des gens, dans 1000 ans, ils vont un peu avoir un peu oublié et ils vont avoir envie. Si on me dit qu'il ne va pas y aller, c'est probablement qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ils n'ont peut-être pas les infos. Par contre, si on oublie, qu'est-ce qui peut se passer? Il pourrait se passer que, voilà, dans 10 000 ans, on a complètement oublié qu'il y avait un truc à cet endroit-là, et puis, pour une raison quelconque, il y a des gens qui forent à cet endroit, qui creusent un trou, et puis qui tombent là-dessus. Donc il va y avoir les quelques gars qui sont en train de creuser, ils vont se prendre une grosse dose. Et alors, ok, donc il va y avoir 4 personnes ou 10 personnes qui vont être irradiées. Je ne vais quand même pas baser le choix de mon système énergétique actuel sous prétexte qu'il y a un risque extrêmement faible qu'il y ait 10 personnes qui soient irradiées dans 10 000 ans. Je suis désolé, je suis peut-être extrêmement cynique, mais 10 personnes qui meurent dans 10 000 ans, j'en ai rien à faire. Vous ne les connaissez pas. Et en plus, je ne les connais pas. Peut-être que c'est mes petits-enfants. Eh oui. Mais je veux dire, on accepte 3000 morts par an sur les routes aujourd'hui. On ne va pas se préoccuper de 10 personnes dans 10 000 ans. Je voudrais qu'on parle de la réaction des autorités face aux accidents. Pensez-vous que les autorités françaises aient bien réagi à l'époque du passage du nuage de Tchernobyl en France? Et comment pouvait-on être sûr qu'il n'y avait pas de risque sanitaire pour la population française? Alors, à l'époque, la communication du gouvernement a été nulle dans le sens où il n'y en a pas eu. Je ne dis pas qu'elle a été mauvaise, je dis qu'il n'y en a pas eu. La seule personne à avoir un petit peu communiqué, parce que c'était un petit peu son boulot, c'était Pierre Pellerin, qui a fait un bon boulot. Pour moi, Pierre Pellerin a fait un bon boulot. C'était pas un communicant, mais normalement, on lui demandait... Enfin, son boulot, c'était pas vraiment de communiquer, hein, c'est de faire des analyses, et des analyses les plus scientifiques possibles. Ce gars-là, Pierre Pellerin, c'était un gars qui était excellent dans son domaine, en fait. Et tout de suite, enfin, il a pris les bonnes mesures, dans le sens où, par exemple, tout de suite, il a mis des capteurs sur les avions Air France pour justement voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans ce nuage. Donc, en fait, lui, il avait la connaissance de ce qui était en train de nous arriver dessus. Et il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que c'est Pierre Pellerin qui aurait dit que le nuage s'est arrêté à la frontière ou un truc comme ça, ce qui est complètement faux. En fait, dès le nuage radioactif de Tchernobyl, il est arrivé sur la France à partir du 30 avril au soir, et il était complètement sur la France le 1er mai, donc 1986.
dès le 30 avril au soir, il y avait un communiqué de Pellerin qui disait on commençait à observer de la radioactivité sur le sud-est de la France. Et dans le communiqué qu'il a fait le 1er mai 1986, il disait qu'il y a une augmentation de la radioactivité sur l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, la preuve de ça, c'est que si vous retrouvez le journal Libération du 2 mai 1986, donc le lendemain du jour où le nuage est arrivé sur la France, il est dit, dedans, il y a écrit « Pierre Pellerin déclare qu'une augmentation de la radioactivité est observée sur l'ensemble du territoire français sans impact sur la santé ». Donc, on va discuter dans un instant le sans impact sur la santé, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Pierre Pellerin n'a pas caché l'arrivée du nuage sur la France. Ça, c'est une certitude. Alors ensuite, les gens disent « Oui, mais on n'a pas pris les mesures qu'on aurait dû prendre à l'époque ». Alors aujourd'hui, on est très dans le principe de précaution. C'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous, c'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre risque, on va dire surtout, il ne faut pas prendre de risque, on va faire ça. Il faut bien voir qu'en 1986, c'était pas vraiment dans la même ambiance. Donc il ne faut pas juger ce qui a été fait en 1986 à l'image de ce qu'on fait aujourd'hui. On ne fait pas les choses de la même manière. En 86, on n'avait pas de ceinture de sécurité dans les voitures. Donc c'était pas la même manière. Ou la communication sur la cigarette n'était pas exactement la même qu'aujourd'hui. Alors maintenant, a posteriori, est-ce qu'on a eu raison? Est-ce qu'il y avait un risque sur la santé? Finalement, la question, elle est là. Il faut, alors, si on regarde un petit peu, quelle est la dose de radioactivité qu'on s'est pris, parce que moi j'étais là en 1986, la dose de radioactivité qu'on s'est pris. Typiquement, en intégré sur l'année, on s'est pris un peu moins de 1 millisievert. La dose de radioactivité, je suis désolé, ça se calcule en millisievert. Et la radioactivité naturelle en France, l'ordre de grandeur, c'est 2,5 millisieverts. Et puis à ça, il faut rajouter la radioactivité qu'on se prend quand on fait de l'imagerie médicale ou trucs comme ça, qui est un petit peu du même ordre de grandeur. Donc finalement, le nuage de Tchernobyl, on s'est pris la moitié en plus, enfin le nuage, toute la contamination de Tchernobyl, on s'est pris à peu près la moitié de la radioactivité naturelle en France, et qui est moins que la différence entre typiquement Limoges et Paris, quoi. C'est-à-dire que la différence entre la radioactivité à Limoges et la radioactivité à Paris, c'est beaucoup plus que 1 millisievert. Il y a des endroits dans le monde où la radioactivité naturelle est de l'ordre de 50 millisieverts par an. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent avec une radioactivité de ce type-là, et on ne voit pas d'impact sur la santé. Donc, 1 millisievert, qui est un peu l'impact du nuage de Tchernobyl, c'est faible par rapport à la radioactivité naturelle. Donc ensuite, on peut dire oui, mais toute dose supplémentaire de radioactivité, c'est potentiellement mauvais, donc on aurait pu prendre des mesures. Où on peut se dire, de toute façon c'est faible par rapport à la radioactivité naturelle, donc il n'y avait pas de raison de prendre des mesures. Tout dépend de où est-ce qu'on a envie de mettre le curseur. Est-ce que typiquement, quand il y a une belle journée d'été, on devrait interdire aux gens d'aller sur la plage, parce que quand on va sur la plage toute la journée, on peut se prendre, finalement, on se prend aussi des coups de soleil, et potentiellement, ça conduit à des cancers de la peau. Donc on pourrait aussi dire ça, c'est un petit peu... Donc, est-ce que le gouvernement a eu raison de dire, non, on ne va pas mettre par terre notre agriculture, et donc on ne va pas interdire aux gens de manger des choses, sachant que les doses étaient complètement raisonnables. Personnellement, moi je suis plutôt à accepter une toute petite partie du risque supplémentaire, donc j'estime que le choix qui a été fait par le gouvernement de l'époque de ne pas prendre des mesures particulières était un bon choix. Alors il y a quand même des contre-exemples. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'en Corse, les précipitations, il y a eu des retombées radioactives qui ont été beaucoup plus importantes que pratiquement partout ailleurs sur le territoire français. Donc il est probable qu'en Corse, il aurait été raisonnable de prendre des mesures. Parce que là pour le coup, le surplus de radioactivité, il était quand même nettement plus important qu'ailleurs. Mais il faut bien voir que ça, on l'a compris qu'après. C'est-à-dire qu'on n'avait pas des mesures de radioactivité en Corse, parce qu'en fait, les mesures de radioactivité, elles étaient essentiellement pas loin des centrales nucléaires, il n'y en avait pas en Corse. Donc c'était quelque chose qu'on a compris après. Donc
Donc là, pour ça, j'ai envie de dire que le gouvernement s'est trompé parce qu'il n'avait pas les informations nécessaires. Donc il a fait une erreur, on va dire. Ouais, a posteriori, je pense qu'on peut dire qu'il aurait fallu prendre des mesures de précaution encore. Alors ma question portait vraiment sur la réaction et la communication post-événement, au-delà du fait que le professeur Pellerin se soit trompé ou non. Vous dites qu'aujourd'hui on est à l'ère du principe de précaution. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement a appliqué le principe de précaution après l'accident de l'usine de Lubrizol, ou après le feu à Notre-Dame, ou encore au début de la pandémie quand le président disait 2, 3 jours avant le confinement, aller dans les théâtres, aller dans les cinémas. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en cas d'accident nucléaire, le gouvernement prendra les bonnes décisions? Ouais, alors, la question c'est que on prend des mesures, il y a toujours un coût-bénéfice. Hein. Aujourd'hui, on est en pleine pandémie. Est-ce qu'on ferme tous les restaurants ou est-ce qu'on dit, bah non, il faut ouvrons les restaurants parce qu'il faut que les gens vivent, même si on sait que ça va tuer des gens. Je veux dire, c'est toujours une mesure bénéfice-risque. Hein. Et c'est pour ça que ça doit être compliqué d'être politique, hein, aujourd'hui au moment de la pandémie, mais aussi à l'époque. Est-ce que je mets par terre l'agriculture française en disant bah, tous les produits, je les interdis à la vente, ou est-ce que j'accepte que peut-être va y avoir 10 cancers de la thyroïde supplémentaires en France? C'est ça la question. Est-ce que je mets la limite de vitesse à 80 km/h parce que je sais que il va y avoir moins de morts, mais ça va emmerder les gens. C'est toujours ça, on est toujours dans le bénéfice-risque. Et donc, s'il y a un accident nucléaire en France aujourd'hui, où on sait qu'il va y avoir un dégagement très important de radioactivité, on voit bien que le risque il est important, et se dire, bon bah ok, allez, j'évacue en urgence, et je me poserai la question après de savoir si j'autorise les gens à revenir ou pas. Le coût, il n'est pas si énorme que ça. Évacuer en se disant vous pourrez revenir, il n'est pas si énorme que ça. Donc, moi j'ai plutôt assez confiance sur le fait que s'il y a un accident nucléaire en France, il y aura, d'abord l'ASN sera tout de suite au courant, et on prendra des mesures d'évacuation immédiate, comme c'est prévu de le faire. Donc, ouais, voilà. Peut-être que je suis naïf, mais moi je fais confiance. Mais c'est ce qui est passé à Fukushima, ils ont évacué. C'est ce qui s'est passé à Fukushima. Ils reviennent. Ils ont évacué très rapidement sur les 30 km, et puis progressivement, ensuite, ils se sont dit, bon bah ok, ici le panache n'est pas passé, donc c'est à peu près propre, vous pouvez rentrer progressivement. Donc moi, je me dis que s'il y a un accident nucléaire en France, la réaction des autorités sera similaire à celle qu'il y a eu à Fukushima. Et celle-là, elle est plutôt pas mal. Mais attention aussi qu'il ne faut pas trop évacuer, il ne faut pas forcément trop évacuer. Hein. À Fukushima, l'expérience montre que le fait d'évacuer des gens, le fait de vider en vitesse des hôpitaux, des choses comme ça, ça a aussi des conséquences. Ça a aussi tué des personnes, c'est ça? Il y a eu des personnes qui ont... Enfin, en tout cas, à Fukushima, un peu les chiffres officiels, c'est que l'accident nucléaire, il a tué, je crois que c'est 1600, enfin c'est entre 1000 et 2000 personnes, je ne vous donne pas le chiffre exact, mais c'est des morts de l'évacuation, quoi. Hein, a priori, ce n'est pas des morts de la radioactivité, c'est des morts de l'évacuation. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas évacuer, mais en même temps, dans l'évacuation, il faut y aller doucement, parce que ça a aussi des conséquences. Alors les engagements des États nous dirigent vers un monde à plus 2,7 degrés environ. Un monde à plus de 2,7 degrés, c'est un monde où il y a plus de sécheresse, qui peut faire baisser le niveau des rivières qui refroidissent les réacteurs, où il y a plus de canicules qui peuvent faire monter la température de ces mêmes rivières et rendraient donc le refroidissement des réacteurs inefficace, plus d'intempéries, de tempêtes qui peuvent dégrader les installations, la montée des eaux, des océans, alors que les réacteurs sont situés en bord de mer, certains réacteurs sont situés en bord de mer, et surtout plus d'instabilité politique qui peuvent mettre à mal notre approvisionnement en uranium, mais aussi ces réacteurs peuvent faire de nous des cibles en cas de conflit, en cas de menace terroriste par exemple. Et donc ma question c'est, est-ce que de la même manière qu'on peut dire que la France n'est pas un pays propice à l'éolien ou au solaire, est-ce que le monde dans un cadre de réchauffement climatique n'est pas propice pour le nucléaire? Donc,
vous avez cité un certain nombre de choses sur comme l'impact du changement climatique qui pourrait avoir un impact sur le fonctionnement des réacteurs. Je peux vous assurer de première main que c'est quelque chose qui est regardé de très près par l'IRSN, l'Institut... Je sais pas, je retrouve ce que veut dire l'IRSN. En tout cas, c'est un peu le bras armé de l'ASN qui surveille un petit peu justement le fonctionnement des réacteurs nucléaires. Bien évidemment, donc les gens s'intéressent à l'impact du changement climatique sur le fonctionnement des réacteurs. Ce qu'il faut voir, c'est que très souvent, les choses que vous avez citées, ça va avoir un impact sur la possibilité de faire fonctionner le réacteur ou pas. Par contre, ça ne va pas avoir un impact sur la sûreté. C'est-à-dire qu'un réacteur, une fois qu'on a fait descendre les barres de contrôle, il produit nettement moins de chaleur qu'en fonctionnement normal, et que du coup, le refroidissement est assez facile. On a besoin de beaucoup moins d'eau pour refroidir un réacteur qui est à l'arrêt qu'un réacteur qui est en fonctionnement. Donc si on voit qu'on va avoir un problème d'eau trop chaude ou pas assez d'eau dans la rivière pour un fonctionnement normal, et ben ok, on va diminuer la puissance de ce réacteur et ça n'aura pas de problème. De même, la montée du niveau des eaux des mers, qui est une certitude, mais c'est quelque chose qui va quand même assez lentement. Et ben ça aussi, c'est à garder. Et puis, si on voit qu'un réacteur risque d'être ennoyé, et ben on va l'arrêter, on va retirer le combustible, et puis ça ira. Par contre, effectivement, vous avez aussi mentionné l'instabilité politique. Et ça, là aussi, à titre personnel, ça me fait un peu plus peur, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, si vraiment les conséquences du changement climatique sont aussi dramatiques que ce qui est envisagé, avec des problèmes de famine, avec des problèmes d'immigration majeure, et du coup qui pourraient complètement déstabiliser notre société, ça me fait effectivement un peu plus peur. Et je me demande effectivement si le nucléaire pourrait continuer à fonctionner dans ce cadre-là. Mais du coup, moi je me dis, ce qu'il faut, c'est empêcher ça. Parce qu'effectivement, si on part sur ce scénario-là, le nucléaire c'est un problème, mais il y a plein de choses qui sont des problèmes. Quand même, on est en train de partir sur un truc où il y a une guerre civile en France, et donc le nucléaire, ça sera un problème parmi d'autres. Donc moi, je suis plutôt à me dire, qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça, quoi. Et le nucléaire fait partie de la solution pour éviter ça. Mais sinon, là aussi, je vous disais il y a quelques minutes que je fais partie d'un groupe de travail pour regarder l'impact du changement climatique sur le fonctionnement des réacteurs. Et cette histoire d'instabilité politique, et donc de réfléchir de qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Comment on peut se préparer à ça, qu'est-ce qu'on doit faire si effectivement on voit que la société est en train de s'effondrer, qu'est-ce qu'il faudrait faire à La Hague, par exemple, pour nos stocks de déchets qu'on a actuellement. C'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Et dans un monde en contraction énergétique, on peut continuer à gérer le nucléaire comme aujourd'hui ? Enfin, c'est typiquement, là aussi, un monde avec moins de pétrole, moins d'énergie, c'est plus facile de maintenir une société, une société qui ressemblerait à peu près à celle d'aujourd'hui, si on a une énergie abondante que si on n'en a pas. Donc moi je dis toujours que sortir du fossile, ça va être extrêmement difficile, ça va demander des efforts énormes, mais si on demande à sortir en plus du nucléaire en même temps, ça va être une mission impossible. Donc dans un monde sans pétrole, pas de problème pour le démantèlement, pour la gestion des déchets ? Pas de problème, je sais pas, mais de toute façon, le monde du futur où on n'a plus du tout de pétrole, c'est un monde où on fait des agrocarburants, où on fait de l'hydrogène, tout ça. Voilà, on n'aura plus de pétrole, mais on aura quand même d'autres moyens d'énergie. J'ai regardé un débat qui était organisé par Kliment Viktorovitch, un débat sur pour ou contre le nucléaire, il me semble. Donc il y avait vous qui était la caution pour, il y avait Yves Marignac qui était la caution contre, Yves Marignac, le porte-parole de Négawatt, et il y avait Nicolas Goldberg qui était un petit peu au milieu, ni pour ni contre. Et voilà, c'était un débat de très bonne tenue, mais il y a une question à laquelle vous avez pas su répondre, et c'était... La question c'était, si on sort du nucléaire en France, Ouais.
est-ce qu'on sait encore faire des réacteurs nucléaires pour nos sous-marins? Exactement. Donc ma question c'était est-ce que vous avez la réponse maintenant? Non, je n'ai pas plus la réponse maintenant. Ah, très franchement, c'est pas une question qui m'intéresse franchement. Mais je vais profiter de votre question pour parler d'un truc similaire. Moi, je suis assez surpris qu'on fasse toujours le lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, mais que jamais on fasse le lien entre le nucléaire civil et le nucléaire médical. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le nucléaire médical, c'est quelque chose de génial, quoi. Si mon frère est encore vivant aujourd'hui, c'est grâce au nucléaire médical. Et donc, la vraie question que Clément aurait pu poser, c'est si on sort du nucléaire civil, est-ce qu'on peut encore conserver le nucléaire médical? Ça, c'est une question qui me paraît beaucoup plus importante. Et ça, j'en suis pas sûr. Parce que typiquement, on fabrique, en médecine, on fabrique des isotopes, des isotopes qui sont utilisés pour faire des diagnostics. On utilise un peu des sources radioactives, et tout ça, ça vient aussi de réacteurs nucléaires. Donc, alors, c'est pas forcément des réacteurs nucléaires du même type, mais en tout cas, c'est aussi des réacteurs nucléaires. Et donc, si on perdait la compétence, peut-être qu'on ne saurait plus faire ça. Et ça me paraît beaucoup plus grave. Donc voilà, moi j'insiste sur le fait que, au lieu de faire le lien entre nucléaire civil et militaire, il ferait bien de faire le lien entre nucléaire civil et nucléaire médical. Alors je voudrais parler de politique. Politique au sens large, hein, pas dans le sens des candidats, tout ça. Dans votre livre, page 121, il y a un passage qui m'a intéressé, qui est en lien justement avec la primaire écolo. Vous dites un candidat qui déclare qu'il donnera la priorité au climat tout en assurant une croissance économique forte n'est manifestement pas crédible. En effet, une diminution des émissions de gaz à effet de serre passe nécessairement par une forme de la contraction de la production économique. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous êtes partisan de la décroissance économique? Oui, clairement, je ne crois pas au fait qu'on puisse résoudre le problème du changement climatique sans une part de sobriété. Et la sobriété, c'est quoi? La sobriété, c'est de la contraction. C'est-à-dire qu'on consomme, en gros, ça veut dire consommer moins, et si on consomme moins, il y a une contraction économique. Donc ouais, vous pouvez dire, d'une certaine manière, je suis partisan d'une forme de décroissance, mais la question, c'est de voir à quel niveau on met le curseur, en fait. Et donc, je veux un peu de décroissance, mais probablement pas autant que d'autres. Et c'est relativement rare dans le camp des pro-nucléaires d'être... le camp c'est un peu péjoratif, mais du côté des pro-nucléaires d'être partisan de la décroissance, non? Donc mes copains, parce que j'ai des copains pro-nucléaires avec qui j'échange beaucoup, de qui j'apprends beaucoup, sont tout à fait sur la même ligne que moi. Mais effectivement, il y a des pro-nucléaires. Par contre, je me suis écarté d'une certaine manière de contacts pro-nucléaires que j'avais à une époque, parce que eux, ils avaient une position, oh ouais, on a une électricité qui est très peu carbonée en France, donc j'ai le droit de faire ce que je veux pour le reste, et en particulier l'avion, on ne devrait pas mettre de restrictions à l'avion. Si vous avez lu un petit peu mes différentes interventions, personnellement, je suis très favorable à mettre des restrictions sur le transport aérien qui est complètement incompatible avec la limitation du changement climatique. Voilà, donc quand tout à l'heure, vous m'avez posé la question si j'avais des arguments pro-nucléaires avec lesquels j'étais pas d'accord, j'en ai pas trouvé. Par contre, je peux vous dire que je suis en désaccord avec les positions plus générales de certaines personnes qui s'affichent pro-nucléaire, parce qu'effectivement, ils disent qu'on pourra tout faire avec le nucléaire et que donc c'est pas la peine de faire la moindre demande de sobriété à côté. Je suis clairement pas d'accord avec ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de responsabilité individuelle versus responsabilité des gouvernements et des entreprises. Donc à ce sujet, je vais vous citer dans votre livre. La compagnie Air France doit-elle être blâmée parce que des avions volent et émettent du CO2? Qui est vraiment responsable dans le fait que des gros CAC4 roulent en ville où ils sont manifestement inutiles? Et plus loin, vous concluez. La consommation est bien souvent le choix du consommateur auquel l'entreprise ne fait que s'adapter.
Donc moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est un peu comme si vous ignorez les milliards d'euros investis par les entreprises dans la pub pour des produits dont les utilisateurs n'ont manifestement pas vraiment besoin, sinon il n'y aurait pas ces budgets investis. Il y a aussi le phénomène de greenwashing dans lequel les citoyens sont floués. Et puis aussi, les sciences sociales ont démontré qu'il y a aussi un phénomène de consommation ostentatoire où on consomme beaucoup par rapport au statut social que cela confère. Il y a aussi les réseaux sociaux où on s'affiche plus souvent quand on est à la plage que quand on est chez soi dans son canapé en train de rien faire de particulièrement exceptionnel. Et aussi de mettre le curseur sur la responsabilité individuelle, c'est partir du principe que les gens sont bien informés de la situation, alors qu'on a vu que cette année, le rapport du GIEC est sorti un jour, et à J+1, il y a eu la sortie de Messi, qui a complètement éclipsé cette sortie du rapport, et qu'on n'en a plus entendu parler. Donc est-ce que les gens sont suffisamment informés? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Bah, je ne vais pas dire que je suis en désaccord avec ce que vous venez de dire, hein. Effectivement, on peut critiquer les entreprises pour la manière dont ils présentent, pour le fait d'encourager effectivement la consommation. Donc il y a une part de responsabilité de l'entreprise, on est d'accord. Mais voilà, disons que le texte que j'ai écrit, où j'insistais beaucoup sur la responsabilité individuelle, c'est aussi en réponse au fait que les gens, enfin des gens, je ne devrais pas dire les gens, des gens disent que tout le problème du changement climatique aujourd'hui, c'est de la faute des grandes entreprises et des banques. Typiquement, Total, pour moi, est le bon exemple, ou Air France, que je cite dans mon livre, ils ne font quand même essentiellement que répondre à la demande, hein. Total n'a pas besoin de faire beaucoup de pub pour qu'on lui achète de l'essence, hein. Je veux dire, l'essence, c'est un envie des gens, les gens ont envie de se déplacer, c'est un besoin aussi, pour certains. Ensuite, pour ce qui est de l'information, je pense quand même que les gens qui disent qu'ils ne sont pas au courant du fait qu'il y a un changement climatique et que ce changement climatique est dû à l'utilisation des combustibles fossiles, bon, il ne faut pas exagérer. Et l'autre chose, hein, dans mon laboratoire, dans mes collègues, nous, ça fait 25 ans qu'on est au courant, enfin, même plus que ça fait 30 ans qu'on est au courant. Mais en pratique, voilà, le mode de consommation de mes collègues, il n'est pas très différent de celui du français moyen, malheureusement. Hein, c'est-à-dire qu'on est quand même, voilà, le problème, c'est qu'on n'a pas envie de faire les efforts que les autres ne font pas, quoi. Je pense que c'est surtout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que les gens sont prêts à faire des efforts, sont prêts à limiter leur niveau de vie, mais à condition qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils en font plus que le voisin, quoi. Et du coup, ce que j'espère, c'est qu'on pourrait mettre des règles, et que ces règles s'appliquent à tout le monde, et qu'à ce moment-là, elles seraient acceptées. Je veux dire, à un moment, on a mis des limitations de vitesse sur les autoroutes. Bon, les gens ont râlé, mais à partir du moment où ça impliquait tout le monde, ok, c'était plus accepté. À un moment, on a interdit de fumer dans les cafés. Ça a fini par être accepté aussi. Voilà. Mais en tout cas, oui. Ma pensée n'est pas très structurée. Ce que je voulais dire, c'est que dans mon laboratoire, mes collègues, ils sont infiniment mieux informés que tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est pas pour ça qu'ils ont complètement changé leur mode de vie, à quelques exceptions de trucs, quoi. Donc du coup, de dire c'est bon, il suffit de faire de l'éducation et tout ira bien, je n'y crois pas une seconde. Donc il faut mettre des règles, il faut mettre des taxes, à mon avis, hein, parce que finalement, aujourd'hui, tiens, je veux aller à Marseille, je peux y aller en voiture, je peux y aller en avion ou je peux y aller en train. Il y a plusieurs paramètres, bien sûr, mais le coût, c'est un des paramètres, hein. Et si prendre la voiture, ça me coûtait 4 fois plus cher, ça orienterait mes choix.
Donc personnellement, je pense que le truc qui marche le mieux, c'est quand même de rendre plus cher toute utilisation de combustibles fossiles. C'est quand même ça le truc qui marche le mieux, qui pourrait marcher mieux. Alors il n'y a pas que ça, hein. Et puis en plus, il faut dire, ah ouais, mais il y a des gens qui vont être très, très durement touchés. Et oui, hein, bien sûr, il y a des gens qui vont être très durement touchés, donc peut-être qu'il faut les aider, mais il faut les aider à avoir une vie moins carbonée, quoi. Et puis aussi, peut-être qu'il faut annoncer sur le long terme, c'est-à-dire qu'il faut annoncer que tiens, l'année prochaine, le carbone, ça sera 10 euros la tonne, celle d'après, ça sera 20 euros la tonne, celle d'après, ça sera 30 euros. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je peux acheter ma maison à 30 km de là où je travaille, aujourd'hui, je me dis, oh, ça va, ça peut passer, je peux faire 30 km, mais si je me dis, ah ouais, mais dans 10 ans, ça va me coûter un fric fou, truc, le choix que je fais aujourd'hui, il va être différent parce que je sais que dans 10 ans, ça va pas être possible, quoi. Du coup, ça donne la possibilité aux gens de s'adapter. Il ne faut pas leur donner un coup de bâton tout de suite, il faut leur donner les moyens de s'adapter. Et on peut aussi se dire, aujourd'hui, si on regardait le coût de l'énergie aujourd'hui, il est tellement peu cher qu'on n'a pas intérêt à isoler. Sauf si on a un truc qui est une véritable passoire énergétique. Mais si par contre on se dit, tiens, dans 10 ans, l'énergie elle sera à temps, peut-être que ça vaut le coup que je m'isole aujourd'hui aussi, quoi. Donc, voilà, c'est un peu ça ce que j'envisage. Pour expliquer brièvement, en fait, le premier qui baissera ses émissions sera un peu le perdant sur le jeu géopolitique mondial. Est-ce que ça peut expliquer aussi une certaine inertie ? Très clairement, oui. Très clairement. Ça pour le coup, c'est un truc que j'ai essayé de développer un petit peu dans mon bouquin. Il y a 2 obstacles énormes à la lutte contre le changement climatique. Le premier, c'est l'inertie. C'est-à-dire que même si on commence à faire des efforts aujourd'hui, même si on fait des efforts importants aujourd'hui, on n'en verra les bénéfices que dans 30 ans. C'est-à-dire que les différents scénarios du GIEC, ils commencent à se séparer vraiment significativement dans 20-30 ans. Donc un mec comme moi, qui probablement dans 30 ans serait en fin de vie, je n'ai aucun intérêt à lutter contre le changement climatique, parce que je n'en verrai pas les bénéfices à titre personnel. Je n'ai pas d'intérêt personnel. Hein. À côté de ça, j'ai des enfants, peut-être un jour des petits-enfants, donc voilà. Mais c'est pas personnel. Et l'autre obstacle, c'est que quand on a, avec le dioxyde du carbone, les gaz à effet de serre, les dommages ne sont pas sur les lieux de l'émission. Donc finalement, on n'a pas un intérêt propre à diminuer ces émissions. Si on va reparler un tout petit peu de nucléaire, en fait, aujourd'hui, un État a quand même intérêt à faire des efforts à sa sûreté nucléaire. On pourrait parler de pollution aussi, hein, parce que s'il y a un accident nucléaire, l'impact il est essentiellement sur le territoire autour du truc. Le CO2, de toute façon, mon changement climatique à moi, il est un tout petit peu relié à mes émissions, et il est surtout relié aux émissions de tous les autres. Donc là encore, un État n'a pas intérêt à lutter contre son propre changement climatique. Donc finalement, ça passe nécessairement par des accords internationaux, et bien évidemment, les accords internationaux, c'est plus difficile à mettre en place, parce que chacun a des intérêts divergents, et puis en plus, l'impact du changement climatique, il n'est pas forcément le même en Norvège qu'en Espagne, quoi. Et donc l'intérêt de la Norvège n'est pas forcément le même que l'Espagne ou l'Algérie, qui vont être touchés infiniment plus, quoi. Le niveau de développement aussi n'est pas au même stade. Le niveau de développement, et du coup on ne peut pas demander les mêmes efforts à différents pays. Donc il y a des pays qui vont dire il faut diminuer tout le monde de manière homogène, d'autres qui vont dire, voilà, on va tous avoir des arguments pour dire non, c'est à toi plus de faire un effort qu'à moi, quoi. Et donc ça rend ces négociations extrêmement difficiles, et par conséquent on voit bien qu'il y a peu de progrès qui sont faits, en partie à cause de ça. Bon, moi j'ai quand même j'ai envie de finir sur une note un petit peu optimiste. On voit bien que l'ambiance elle est quand même pas du tout la même aujourd'hui qu'elle était il y a 10 ans. La plupart des pays quand même mettent en avant des objectifs climatiques, au moins dans leur discours, hein. Y a quand même beaucoup moins il n'y a plus de climato-sceptiques, hein.
pratiquement plus, quoi. Donc, et voilà, la lutte contre le changement climatique. Et il y a des choses qui se font aussi quand même. Hein. Quand on a annoncé qu'il n'y aurait plus de voitures thermiques à partir de 2035, qu'il n'y aurait plus de chaudières au gaz dans les nouveaux bâtiments à partir de 2023, il ne faut pas dire que rien ne se fait. On peut dire que ça va pas assez vite, et je peux dire que ça va pas assez vite. On n'a pas le droit de dire que rien ne se fait. Merci François-Henri Briand. Super. Bonne journée, bonne soirée. Merci. S'il y a bien une chose à retenir de cet épisode, c'est que la solution parfaite n'existe pas. Il n'y a pas de technologie miracle qui va nous sortir de cette situation sans qu'on ait à faire le moindre effort. Si on vous dit qu'elle existe, c'est que soit on veut vous cacher la vérité, soit on a voulu cacher la vérité à la personne qui vous en parle. On pourrait prendre l'exemple de la captation du carbone dans l'air, à laquelle on entend si souvent parler. Eh bien, en Islande a été construite la plus grande usine de captation du monde. Résultat, il faudrait 15 millions d'usines comme celle-là pour pomper l'équivalent de nos émissions. Autre exemple, le désert tech. L'idée, c'était de couvrir de panneaux solaires le désert du Sahara pour fournir en électricité tous les besoins de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Europe. En 6 heures, les déserts reçoivent plus d'énergie du soleil que ce que consomme l'ensemble du genre humain en une année, répétaient les acteurs du projet. Il a attiré de gros investisseurs, et pas n'importe lesquels, Siemens, Deutsche Bank entre autres. Hurrah, on est sauvé. Ben non, le projet n'a jamais abouti, parce que derrière cette idée trop simpliste se cache une réalité faite de physique, de politique et d'économie. La solution parfaite n'existe pas, nos modes de vie vont devoir évoluer. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas vous pouvez le partager autour de vous, ça m'aide énormément. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux et sur les plateformes de streaming. On n'a pas fini de parler d'énergie et de transition dans ce podcast. J'ai le plaisir aussi de recevoir des mails et des commentaires sur les réseaux sociaux d'auditeurs et d'auditrices. Si vous avez des retours à me faire, mon mail est en description de cet épisode. Merci à Gilles Marteau qui me laisse utiliser sa musique et qui réalise le mixage de cet épisode, et à la MJC d'Orsay qui nous a accueillis pour enregistrer. Enfin, merci à vous de votre écoute et à bientôt.